Benchmade est aujourd'hui l'une des plus grandes marques dans le monde de la coutellerie. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de revenir sur l'un de ses modèles les plus emblématiques qui lui a permis d'atteindre le succès qu'on lui connaît, le Benchmade Griptilian. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Ce coup-ci on va un petit peu changer de localisation et s'intéresser au monde de la coutellerie américaine avec la marque emblématique Benchmade, qui est l'une des plus grandes marques américaines aux côtés de Spyderco et de Zéro Tolérance, disons. Comme je l'ai dit en intro, ce modèle Reptilian, il est la cause euh, du succès récent, disons, de la marque. Je précise récent puisque Benchmade a été fondé en 1979, donc bien avant la sortie de ce modèle Reptilian. Et au début, Benchmade était en fait plutôt spécialisé vers les couteaux papillons, c'est pour ça qu'on a ce fameux logo. Mais ils sont quand même assez rapidement diversifiés au point qu'aujourd'hui leur gamme couvre un petit peu tout ce qui existe en coutellerie, donc des fixes, des pliants, du couteau automatique, du couteau papillon toujours, du couteau de cuisine, avec des modèles qui vont être très très haut de gamme, qui peuvent dépasser les 500 € et des modèles plus entrée de gamme entre guillemets, puisque l'entrée de gamme chez Benchmade c'est le Griptilian qui dépasse je crois les 130 € aujourd'hui. Benchmade, c'est une marque qui s'est un petit peu démarquée du fait de ses innovations en fait sur ses modèles, que ça soit à travers les designs employés, mais surtout avec les mécanismes. Le mécanisme, l'Axis Lock, c'est le plus connu, qui a été imaginé par Benchmade et qu'on retrouve aujourd'hui chez d'innombrables marques. Mais on a aussi différents matériaux de manche, comme ici le Grivory, qui est un petit peu une spécialité Benchmade et qui concurrence, entre guillemets, concurrence le FRN qu'on retrouve plus souvent chez Spyderco. Et ils sont aussi illustrés au niveau des aciers qu'ils utilisent, puisque ce sont en fait des précurseurs dans l'utilisation de la métallurgie, euh, d'acier issu de la métallurgie des poudres. Pour moi, Benchmade, c'est une marque où j'aime bien faire des parallèles avec Spyderco, puisque même si au niveau design on est complètement opposés, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. En fait, en termes de caractéristiques, on va être assez proches, puisque ce sont deux marques américaines, euh, et deux marques en fait qui font des couteaux pour être utilisés. Ce sont des couteaux qui sont souvent extrêmement bien pensés pour une utilisation. Et dès qu'on a un couteau Benchmade ou Spyderco en main, c'est vraiment le premier truc qui saute aux yeux. C'est qu'on sent en fait le travail et la réflexion qu'il y a eu derrière chaque modèle. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la plupart des couteaux chinois qu'on peut acheter. Et c'est pour ça que malgré tout, je continue à acheter ces deux marques, malgré des modèles qui sont souvent bien plus chers. Après cette plus ou moins, disons, rapide présentation de la marque, je vais un petit peu faire une petite description du couteau, donc ça va peut-être être un petit peu chiant, parce que ça va être une liste de chiffres, mais je pense que c'est important pour un petit peu se représenter le couteau, disons. Donc, ce couteau a une longueur totale de 20,4 cm pour une longueur de lame de 8,5 cm. C'est un gros couteau que personnellement je ne range pas dans la catégorie des couteaux de poche, mais plutôt des couteaux pliants de travail, entre guillemets. On a un poids qui est assez important de 110 grammes sur ce couteau, avec une épaisseur de lame qui par contre n'est pas si importante que ça pour un couteau qui vise à être utilisé, puisqu'on a une épaisseur de 2,8 mm. Euh, pour le modèle de base, donc ce modèle ici avec un manche noir en Grivory, on a une lame en acier S30V, et au-dessus pour la version G10, on a une lame en M390. Les deux lames sont montées sur rondelles en bronze et sont équipées d'Axis Lock pour le mécanisme de fermeture de la lame. Euh, c'est un couteau qui coûte aujourd'hui très cher. Je crois que j'ai regardé sur la coutellerie Tourangelle, je l'ai trouvé à 130 €. Moi, je l'ai acheté il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, il valait 100 €, 105 € exactement. Je me permets de faire une rapide comparaison avec d'autres modèles pour vous donner un petit peu des échelles de comparaison. Donc je me permets ici de placer le Bug Out dont j'ai parlé juste avant. Hop, je, je vais le présenter plutôt comme ça sera plus facile. Donc le Bug Out, un modèle plus euh, compact, beaucoup plus léger et beaucoup plus dans l'idée couteau de poche selon moi. Euh, c'est un couteau en fait c'est deux couteaux qui se complètent bien, qui se marchent pas du tout dessus. C'est pour ça qu'ils ont existé pendant,
qui se complète bien dans la gamme en fait en tant que porte d'entrée pour Benchmade. Alors ici c'est une version spéciale avec un manche en carbone et un acier S90V qui est assez cher, mais la version de base en S30V avec un manche en Gravity, elle est beaucoup plus accessible, ce qui est à peu près équivalent, un petit peu plus cher que le Griptilian. Je vais aussi présenter un petit peu l'équivalent, mais du côté de Spyderco avec ici ce Paramilitary 2. On voit qu'en termes de dimension, on est quand même assez proche, malgré une taille de lame beaucoup plus petite pour Spyderco, mais une taille de manche beaucoup plus grande. Avant de parler plus en détail des différentes propriétés de ces couteaux, j'aimerais faire un petit point sur les différentes versions qui existent ou qui ont existé. Donc on peut y voir ici deux modèles différents. Donc ici on a le modèle de base avec un manche en Gravity et un acier S30V, et ici c'est en version lame sheepfoot, qui veut donc dire pied de mouton. On va revenir un petit peu après sur les différentes formes de lame, et au-dessus on a la version lame drop point avec donc une lame en M390 et un manche en G10. Il faut savoir donc que cette version de base propose les deux différentes formes de lame. On a aussi eu il y a quelques temps une version Tanto, mais qui n'est plus disponible aujourd'hui si je ne me trompe pas. La version G10 se veut être un peu une alternative haut de gamme entre guillemets de ce Griptilian, et existe aussi en version sheepfoot et drop point. Pour le Tanto, je ne suis pas sûr à 100%, il faudrait vérifier. Ce modèle de base existe aussi en version mini. Comme son nom l'indique, c'est le même couteau en un petit peu plus petit. Pas beaucoup moins cher par contre. Et on a aussi eu une version des séries particulières de ce modèle Griptilian, notamment la assez connue, la Dewriter, que je cite parce que je sais qu'elle est assez populaire, qui propose en fait une lame un petit peu de drop point, avec une hauteur de lame et une hauteur de démouture qui est beaucoup plus importante. Ce qui en fait selon moi un excellent couteau. J'aimerais bien essayer de me le procurer celui-ci si j'en ai la possibilité. Le truc c'est que beaucoup de versions, donc la version Tanto et la version G10, ne sont plus commercialisées aujourd'hui. En tout cas pas en France c'est sûr, mais je crois pas aux États-Unis, je crois que c'est pareil. Mon idée c'est qu'elles ont été en fait remplacées quelque part par le modèle Freak et par le modèle Redoubt, qui reprennent un petit peu les mêmes idées que le Griptilian. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on voit plus que cette version de base aujourd'hui. Après toutes ces présentations, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre pourquoi ce modèle est devenu si populaire et comment est-ce qu'il a propulsé Benchmade comme marque vraiment incontournable. Premièrement, j'aimerais bien m'intéresser aux manches, car c'est vraiment, je pense, la particularité, la spécificité de ce modèle Griptilian, car comme on l'entend dans le nom, on a la notion de grip. Donc le matériau de ce manche, c'est ce qu'on appelle du Gravity, qui est une sorte de j'ai noté sur ma note de thermoplastique, qui est renforcé en fibre de verre, qui est un matériau qui est hyper résistant. Ça résiste au choc, ça résiste aux griffures, aux produits chimiques. C'est très léger, très solide. Dans la main, on peut forcer tout ce qu'on veut. On sent aucune déformation. Ça se déforme beaucoup moins que du FRN par exemple de chez Spyderco. Ça résiste même un petit peu au feu. Alors dans le sens, ça résiste au feu, c'est que si ça tombe dans le feu et qu'on l'enlève en 2 secondes, tout le manche n'aura pas fondu. C'est un petit peu comme ça que je l'ai compris. Et selon moi, c'est un très bon matériau pour faire un manche. D'autant que c'est plus facile à travailler que du G10 par exemple, puisqu'on a juste à mouler le manche. On peut donc faire des formes complexes pour pas cher. Alors, on peut le voir, les formes complexes, par exemple ce quadrillage un petit peu diamanté. Mais on a ici toutes les différentes cannelures. Hop, excusez-moi si j'arrive à faire le focus. Ok, voilà, excusez-moi. Donc on a ici les différentes cannelures qu'on retrouve sur ce couteau. Et on peut voir ici les différentes traces d'injection. Vous l'avez vu, hop, les voici. Qui est assez disgracieux. Mais bon, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc c'est un avantage en fait d'un point de vue... pour moi, pour résumer, c'est un très bon choix de matériaux pour faire un couteau de travail. Et c'est un petit peu le même argument que le FRN de la série Lightweight de Spyderco. Donc pour résumer, c'est moche, mais c'est bien. C'est un très gros manche, le Paramilitary 2. Le Griptilian. C'est un manche qui fait 1,6 cm d'épaisseur. Je vais essayer de le mettre en comparaison de mon Paramilitary 2. Ça va être un petit peu acrobatique.
un manche qui fait seulement 1 cm d'épaisseur, donc c'est immensément plus épais. Cette épaisseur, ça lui donne en fait une très 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 bonne ergonomie, excellente pour un pliant, du fait que le manche remplit parfaitement la main en fait. Et du coup, l'ergonomie est en plus bonifiée par le grip offert par les différentes cannelures sur le manche. Pour moi, c'est quand même un manche qui est très très grand. Vous voyez, moi j'ai des petites mains, je suis de petite taille. Donc pour les femmes ou pour les hommes avec des petites mains, ça va être un grand couteau. Et peut-être que la version mini est plus adaptée. Mais cette version, en plus avec des gants, elle offre vraiment un grip et une tenue en main qui est assez phénoménale. Pour dire quelques mots sur la version G10, on a gardé la même forme et les mêmes dimensions de manche, mais par contre on a enlevé toutes les qualités pratiques, dans le sens où ce manche en G10, il est en fait extrêmement lisse. Alors je trouve très joli avec les... Hop, excusez-moi pour le mouvement. Très joli avec les intercalaires ici bleu, bleu royal, électrique, je sais pas trop comment appeler ça, avec le gris du G10, je trouve que c'est une combinaison qui est très très jolie. Prendre le manche est très lisse, les cannelures diamantées ici n'accrochent pas du tout, et on a perdu une bonne partie des cannelures sur les zones stratégiques. Et donc c'est un couteau en fait qui va plus être joli que pour être utilisé réellement. Parlons maintenant d'un des gros points forts de Benchmade, mais de ces deux couteaux, savoir le mécanisme de verrouillage, l'Axis Lock. Je vais aller assez vite parce que c'est maintenant un lock qui est assez connu par tout le monde, donc je vais pas m'amuser à démonter le couteau pour montrer le fonctionnement, il y a des dizaines de gens qui ont déjà fait ça sur YouTube. Moi je vais simplement vous donner mon avis sur l'utilisation de ce lock et sur ses différents avantages et inconvénients pour ceux qui ne le connaîtraient pas forcément. Déjà pour commencer par ses avantages, c'est un lock qui est extrêmement solide. Je crois qu'il y a Blade HQ qui avait fait un comparatif de la solidité des différents locks. J'essaierai de retrouver le lien de la vidéo pour vous le mettre en description. Et l'Axis Lock est l'un des meilleurs. C'est aussi très facile à utiliser. Même quand on n'y connaît rien au couteau, on peut simplement s'en servir à deux mains. Et ça présente aucune difficulté d'utilisation. Contrairement à un liner lock par exemple qui, même à deux mains, peut être difficile. Et c'est aussi un lock qui est sûr puisque les doigts ne rentrent pas sur le chemin de la lame comme avec un liner lock ou un frame lock. Donc moi c'est plutôt un excellent point pour moi. Et c'est aussi un lock qui est extrêmement pratique à utiliser. Donc là je suis un petit peu en espace restreint donc c'est compliqué à manipuler mon couteau en même temps que je filme. Mais c'est un lock qui est très très facile à utiliser. Même avec le Spidey Flip, comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien. D'ailleurs, petite anecdote, il me semble que Benchmade a demandé l'autorisation à Spyderco d'utiliser le trou pour ce modèle. Petit clin d'œil sympa, je trouve. Cependant, il y a quand même plusieurs... Ah, excusez-moi, j'ai oublié un avantage qu'on m'a d'ailleurs fait signaler dans la dernière vidéo. C'est un lock qui est parfaitement ambidextre, contrairement au button lock du modèle Cubite. Et donc c'est un lock qui convient aussi bien au droitier qu'au gaucher. Excusez-moi, j'allais oublier. Donc, j'allais y venir. Les défauts de ce lock. Pour moi, ils sont au nombre de 2 voire 3. Le premier, ça va être la pièce extrêmement fragile qui est le petit ressort qu'on peut voir un petit peu dépassé ici. Qui est un ressort qui est en fait une forme de oméga, donc la lettre oméga grecque. J'essaie de vous montrer une image de vue éclatée de ce lock pour comprendre. Simplement le ressort qui permet de ramener le petit quillon vers le haut. C'est une pièce qui est assez fragile puisqu'en fait c'est un petit bitonio qui est coincé dans un petit trou sur la plaquette. Donc en fait ça peut se déloger très facilement et ça peut même casser très facilement. D'ailleurs il y a beaucoup de marques chinoises qui utilisent ce lock et qui donnent plusieurs exemplaires de cette pièce pour pouvoir la changer en cas de problème. Donc c'est un défaut qui est un petit peu inhérent à ce type de lock. Et un autre gros point négatif, c'est le fait que c'est très très difficile à entretenir. Alors là-dedans, il y a deux aspects différents qui font que c'est un gros problème. Le premier, c'est que comme on a une pièce en mouvement, un ressort, etc., en fait, ça rajoute beaucoup d'endroits où la saleté peut se mettre et où la saleté pose problème, puisqu'on parle ici quand même du mécanisme de verrouillage. Donc c'est de ce point de vue-là un gros problème. Et le second problème associé, c'est que c'est un lock qui est très 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 chiant, excusez-moi pour la vulgarité, à remonter. Démonter c'est très facile, mais à remonter c'est très très chiant.
et du coup ça participe au fait que c'est un lock qui est pas très très facile d'entretien, ce qui est un peu dommage pour un couteau de travail comme ça. Alors évidemment on s'y fait, euh, mais la première fois moi que j'avais eu à démonter et remonter ce couteau, j'avais un petit peu stressé de ne pas réussir à le remonter. Petite parenthèse, j'avais vu une marque chinoise qui s'appelle Y-Start avec le modèle Jin 02 qui avait eu une très très bonne idée, c'est que les petits quillons ici étaient dévissables, ce qui rend en fait le remontage extrêmement facile puisqu'on a juste à monter la petite pièce et ensuite à visser les quillons par-dessus. Et du coup ça résolvait un peu ce problème de difficulté euh, de remontage, mais c'est le seul modèle que je connaisse qui utilise ce système. Ce qui est dommage parce que selon moi c'est une excellente idée pour revaloriser ce lock. Pour finir sur ces deux couteaux, je vais vous parler un petit peu de leur lame, bien évidemment. Alors je vais commencer par la lame Drop Point, qui est selon moi la lame de base vers laquelle les gens vont se tourner le plus facilement, et qui est en fait la lame la plus polyvalente entre le tanto et le chip foot qui sont disponibles, car on a ici une zone courbe qui permet de couper très facilement sur une surface comme une planche à découper, et une grande zone plate qui va être très très pratique pour les coupes de cordes, de bois, l'épluchage aussi. Donc c'est le type de lame le plus polyvalent. Euh, le problème qu'il va y avoir sur cette version de lame, c'est qu'on a un tranchant qui est très épais. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une émouture plate qui est vraiment très 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 peu haute, et du fait qu'on a quand même une épaisseur de lame qui n'est pas négligeable de 2,8 cm, le résultat c'est qu'en fait la lame ne s'affine pas assez au niveau du tranchant. Et donc en fait c'est une lame qui va être très très solide mais pas forcément adaptée pour la découpe. On a un peu un problème similaire avec la lame Shipfoot. Donc Shipfoot, ça vient de pied de mouton, pour l'anecdote, sûrement que certains le savent. C'est une forme de lame qui était utilisée par les bergers pour rapprocher le doigt de la pointe et pour pouvoir tailler le pied de mouton. Alors la prise en main, je ne sais pas la faire, donc faut imaginer. C'est une lame ici qui va être, où le tranchant va être tout en courbure, donc un peu moins pratique pour l'épluchage, mais beaucoup plus pratique pour les coupes tirées de cordes et pour les coupes sur planche. Euh, C'est une lame qui a pas une émouture plate, mais une très très légère émouture creuse. On peut peut-être le deviner avec le jeu de reflets sur la lame, mais c'est pas facile à montrer à la caméra. J'ai essayé et c'est pas très convaincant. Du coup, du fait de cette émouture creuse, on va avoir une lame qui est un petit peu moins solide, mais par contre qui est plus adaptée à la coupe, puisqu'on a un tranchant qui est un petit peu plus fin sur cette lame Shipfoot que sur cette lame Drop Point. Mais je ne dirais pas que c'est une lame qui est faite pour la cuisine, puisqu'on a encore une fois une émouture, une hauteur d'émouture pardon, qui est assez faible. Et on a ici une zone qui est très 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 épaisse, toute cette zone ici. Et du coup, en fait, quand on découpe des aliments, on va avoir tendance à euh, simplement les séparer plutôt que les couper. J'essaie de faire la démonstration avec une pomme, si j'arrive à faire quelque chose qui illustre bien ce que je veux dire. Et donc, pour moi, cette lame, elle est peut-être plus orientée niveau chasse, puisqu'en fait, on a quand même pas mal de positions de doigts pour être assez précis sur le tranchant, comme par exemple cette-ci. On peut imaginer que c'est assez pratique pour couper. Je ne suis pas chasseur, donc je ne fais que des suppositions. Certains d'entre vous ont des retours d'expérience. Ça m'intéresse que vous les donniez en commentaire. Donc pour ces deux lames, pas vraiment des lames faites pour la découpe, mais faites pour le travail encore une fois. Ici un peu plus bourrin, et ici peut-être orienté un petit peu plus chasse, disons-le. Euh, pour juste terminer rapidement sur la finition de ces lames que je trouve extrêmement belle. On a une finition, je sais pas si on peut appeler ça satin, parce qu'on a en fait une finition qui est grossière. On sent les rayures avec l'ongle quand on les balade sur la lame. C'est très très joli, j'espère que vous voyez ici, je vais essayer de faire un petit zoom si j'y arrive. Voilà, on voit ici les immenses rayures. Alors la lame ici est assez rayée puisque c'est une lame d'occasion qui a servi. On voit peut-être mieux ici. Hop, malgré les traces de doigts, on a vraiment une finition qui est magnifique. Et même si on ne le voit pas sur cette partie-là, sur la partie de l'émouture, en fait, quand on glisse l'ongle dessus, on a vraiment la même sensation que de passer son ongle sur un CD. Et je trouve que c'est du plus bel effet et assez rare ce type de finition dans le monde de la coutellerie. Pour terminer sur cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis général sur ces différents modèles et sur Benchmade en général. Et pour ça, en fait, je me dois de pointer les problèmes que j'ai eu avec les différents modèles parce que chaque fois que j'ai un couteau Benchmade,
j'ai un petit problème. Alors sur ce couteau, c'est principalement des problèmes de finition, mais pas que, vous allez voir. Donc je vais déjà montrer ici euh, les petites traces d'injection plastique dans le moule qui font pas très haut de gamme, mais aussi un autre problème de finition qui sont que dans le trou, on voit, vous voyez ici, des petits bouts de métal qui n'ont pas été usinés correctement. On le voit aussi ici. Hop, je crois que c'est surtout ces deux spots là qui sont assez visibles. Donc voilà, petit problème de finition, c'est pas très grave. Euh, mais pour un couteau qui coûte aujourd'hui 130 €, voilà, je pense que c'est quand même un point négatif. Surtout avec celui-ci, donc le modèle en Ivory, j'ai eu des gros problèmes avec les vis, les pas de vis qui se défont, qui s'abîment très rapidement. Et un problème avec la vis de pivot qui est très gênant. C'est-à-dire que je ne peux pas régler la vis de pivot correctement. Si je serre la vis de manière à enlever le jeu latéral de la lame, donc ici il y a du jeu latéral, vous n'allez pas entendre, mais il y en a. Si je serre la vis pour qu'il n'y ait plus de jeu latéral, je ne peux plus bouger la lame, c'est impossible. Donc je suis obligé de légèrement desserrer la vis pour garder un couteau fluide, et du coup j'ai un couteau qui a du jeu. Le problème est aussi présent sur ce modèle, mais un petit peu plus atténué, dans le sens où là j'ai une lame qui n'a pas de jeu, et je garde un couteau fluide, mais qui n'est pas parfaitement fluide. Vous voyez que si je désengage et que je laisse tomber la lame, elle ne bouge pas. Donc pareil ici, si je dévisse un petit peu la vis pour avoir une lame qui tombe comme ça, j'aurai un couteau avec du jeu. Donc c'est un gros problème. C'est aussi un problème que j'ai sur mon modèle Bug Out. Donc ici en plus une version qui coûte encore plus cher, je crois qu'elle vaut 250 €, donc une finition particulière, etc. J'ai pas une lame qui est parfaitement fluide, vous voyez encore une fois, si je désengage la lame, elle ne tombe pas. Et c'est la seule manière de régler la lame pour éviter d'avoir du jeu. Euh, donc pour moi c'est un gros problème chez Benchmade. Ces finitions, cette qualité de fabrication qui est en dessous en fait de ce qui se fait pour bien moins cher, ça donne pas une bonne image de la marque. Et quand on voit qu'en plus le prix des couteaux a énormément augmenté, ben en fait ça m'a un peu bloqué pour essayer les nouveautés Benchmade, qui pourtant sont des couteaux qui ont l'air géniaux sur le papier, mais quand on voit un Takeda Out qui est sorti à 165, 170 €, quelque chose comme ça, ou quand on voit les récents Immunity qui sont quasiment à 300 €, ça me donne pas envie d'essayer. Du fait de ces petites mésaventures que j'ai eues à chaque modèle, j'ai eu des déceptions de fabrication. Et donc j'ai pas eu envie d'essayer ces modèles. Et d'autant plus quand je vois qu'il y a d'autres alternatives qui existent pour un meilleur rapport qualité-prix. Je parle pas des marques chinoises, mais je vais parler des marques italiennes, donc Fox pardon, ou Giant Mouse qui fait énormément fabriquer en Italie. L'exemple de Giant Mouse, c'est que c'est une marque qui est un petit peu à la mode, des designers qui sont connus et reconnus. Ils font des couteaux en Italie avec des aciers MagnaCut, des qualités de fabrication qui sont irréprochables pour 200, 250 €. Voilà. Pour moi, Benchmade, il souffre de cette comparaison. Et du coup, ça fait que je me tourne plus facilement vers des marques comme Giant Mouse ou comme Fox, ou alors du côté de chez Spyderco, chez qui je n'ai jamais eu aucun problème pour ma part, malgré énormément de modèles d'occasion. Voilà, c'est un petit peu mon, mon retour que j'ai eu de mes différents achats chez Benchmade. Si certains d'entre vous ont une expérience différente, ça m'intéresserait d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'on puisse en discuter. Et peut-être vous réussirez à me convaincre à racheter un Benchmade, parce qu'il y en a pas mal qui m'intéressent, qui sont sortis récemment. Pour résumer et conclure cette vidéo, qui est peut-être un petit peu longue, dites-moi aussi ce que vous pensez sur la durée des vidéos, ça m'intéresse. Ce sont deux excellents couteaux, je les ai critiqués à la fin, mais en fait, j'aime les utiliser ces couteaux et j'aime les avoir dans la poche. Notamment quand je fais beaucoup de camping, bah c'est souvent l'un des deux que j'amène en fait parce que c'est là qu'ils sont à leur place pour faire des tâches vraiment appuyées, pas juste pour manger et pour couper un bout de corde ou un bout de papier. Mais je pense qu'ils souffrent un petit peu de la concurrence et alors Benchmade s'est réinventé récemment avec les différents modèles qu'ils ont sortis. Mais il reste à voir si ils ont un petit peu su relever la barre en termes de qualité de fabrication. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci à vous pour votre attention et je vous invite encore une fois à donner votre avis, des conseils, des remarques sur cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo
et à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc à mon Facebook et mon Instagram qui sont en description pour rester informé de mes futurs achats et de mes futures vidéos. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Au revoir.